Il y a quelques temps de ça, j'avais pris la décision de lire un livre par mois pendant toute une année pour voir à quel point ça m'apporterait psychologiquement. Et l'année suivante, j'arrivais même plus à faire la liste des 12 livres que j'avais lus. Alors que sur chacun, j'avais passé des heures, pendant plusieurs jours, quasiment 30 jours chaque livre, et j'arrivais même plus à me souvenir du titre des livres que j'avais lus. C'est là que j'ai fait d'une priorité de comprendre ma mémoire, de savoir comment mon cerveau classifiait des informations. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Déjà, on va mettre en place les basiques. Dans la fin des années 1800, début 1900, Ebbinghaus a créé ce qu'on appelle la courbe de l'apprentissage. Il a été dit que cet homme-là a été le libérateur du concept de mémoire qu'il a pris des mains des philosophes. On bouge. Avant ça, le concept même de mémoire et d'apprentissage s'était vu comme une simple idée philosophique. Alors Ebbinghaus est venu et il a dit on va essayer de mesurer tout ça et de quantifier comment fonctionne la mémoire et la rétention d'informations. Il a pris des suites de chiffres et de mots qu'il essayait de mémoriser à travers la répétition et il prenait ensuite une feuille blanche sur laquelle il essayait d'écrire la suite pendant le plus longtemps possible. Et en faisant ça, il cherchait à comparer le nombre d'erreurs qu'il avait entre le début de l'expérience et la fin, à force de se répéter encore et encore ces suites de chiffres, est-ce que ça allait améliorer sa mémoire? Et ce qu'on peut trouver évidemment logique aujourd'hui, c'est que réécrire ces suites de chiffres lui demandait de moins en moins d'efforts au fur et à mesure du temps qui passait dans l'expérience. Et c'est ça qui a donné la courbe de l'apprentissage. Ce que cette expérience elle a démontré, c'est qu'au travers de la répétition, on arrive à créer une suite de connexions neuronales, et que cette activation-là va créer ce qu'on appelle la mémoire. Ça peut sembler l'évidence même aujourd'hui, mais avant Ebbinghaus, rien de tout ça n'était connu. Avant de passer à la suite, c'est important que tu comprennes qu'il y a différents types de mémoire qui sont encore en cours d'exploration par les chercheurs. Il y en a tellement que je pourrais même pas toutes les citer dans cette vidéo. Donc ici, on va principalement parler du concept de mémoire à court, moyen et long terme. Même si la limite entre ces différents termes est toujours en train d'être définie par les scientifiques, ce qui est le principe même de la science, qui est de toujours remettre en question ce qu'on sait, on va pouvoir mettre en avant le sens qu'on attribue à court, moyen et long terme, qui est lié à des événements qu'on a tous déjà vécus dans notre vie. La mémoire à court terme est la plus connue, c'est la mémoire dite de travail. C'est celle que tu vas utiliser pour te rappeler d'une suite de nombres très rapidement, mais qui va pas forcément rester dans le temps. Si je te donne un numéro de téléphone par exemple, 06 13 31 38 58, tu vas probablement arriver à t'en rappeler maintenant, 06 13 31 38 58. Mais si je te donne aucune autre information et que tu actives pas différentes parties de ta mémoire, demain, t'arriveras jamais à te rappeler de ce numéro-là. Quand tu reçois un code de vérification, par exemple, sur une application, bon, maintenant, tu peux les rentrer automatiquement, tu sais, mais parfois, tu peux pas, et ben, c'est ta mémoire immédiate que tu utilises pour te rappeler de 6 chiffres dont tu auras aucune utilité sur le moyen terme. Ici, l'objectif, ça va être surtout de parler de la mémoire à long terme et de comment faire, selon la science, pour utiliser une information, l'ancrer dans son cerveau et la garder pendant des jours, des semaines, des mois, voire plusieurs années. Donc en soi, comme je l'ai dit, il y a la mémoire moyen terme, la mémoire long terme et la mémoire très court terme qui va être la mémoire de travail. Il y a aussi deux autres types de mémoire que j'aimerais que tu connaisses. Le premier, c'est la mémoire explicite, c'est-à-dire une information que tu sais que tu sais. Par exemple, ton prénom, c'est une information que tu peux donner à n'importe quel moment et en toutes circonstances. Tu sais que tu connais ton prénom. Si je te demande de me décrire la couleur de ton premier téléphone, normalement, tu devrais arriver à trouver la couleur de ton premier téléphone. Même si c'est pas quelque chose auquel tu penses consciemment, tu sais que tu le sais. Ça s'appelle la mémoire explicite déclarative. T'as aussi la mémoire implicite procédurale. Alors, c'est des noms barbares, mais les concepts sont hyper simples. Là, comme je viens de l'expliquer, la mémoire implicite procédurale, ça signifie que c'est lié à une suite d'actions. La plus simple, par exemple, c'est la marche. Même si c'est pas une chose à laquelle tu penses tout le temps, si je te demande explique-moi concrètement comment tu fais pour marcher, tu devrais arriver à m'expliquer sans trop de problèmes. Et maintenant on va parler des outils pour améliorer tout ça. Il y a déjà un outil pour lequel c'est absolument clair et certain que ça marche. Ça a toujours marché, ça marche maintenant et ça marchera toujours. C'est la répétition. Maintenant, parfois, t'as pas envie ou t'as pas le temps parfois vraiment de regarder la même information 1000 fois d'affilée pour qu'elle rentre dans ta mémoire et que tu la conserves sur le long terme. Le but, c'est de baisser ce nombre de répétitions à 700 ou à 300, voire même à 1. Et qu'à la première lecture d'un livre ou à la première connaissance que tu as d'une information, tu arrives à retenir directement cette information pour toujours. Il existe justement une manière de pouvoir inverser la courbe de l'apprentissage, pouvoir créer des connexions plus fortes à travers les neurones qui permettent de maintenir l'information. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre les travaux de James McGough et de Larry Cahill, qui ont passé des dizaines d'années à étudier les choses à faire, que ce soit chez les animaux comme chez les hommes, pour devenir meilleurs à se rappeler des choses efficacement et rapidement. Et il y a une de leurs études qui est extrêmement importante et dont il faut absolument parler, parce que les résultats de cette étude ont permis de littéralement créer tout un nouveau champ dans le domaine de la mémoire, de la psychologie et de la neuroscience. Ce qu'ils ont fait dans cette expérience, c'est qu'ils ont amené un groupe à lire une séquence de 12 phrases d'une histoire qui était considérée comme plate, c'est-à-dire des événements qui sont très simples, l'histoire de quelqu'un qui se lève de son lit, puis qui va s'asseoir à son bureau, qui lit un livre, et donc rien de très intéressant. Et dans un autre groupe, l'histoire était aussi de 12 phrases,
mais dans un contexte cette fois-ci beaucoup plus attirant, dans un contexte qui va créer beaucoup plus d'émotions chez la personne qui le lit. Que ce soit un accident de voiture, un drame ou une situation positive, par exemple une victoire ou une récompense. L'idée c'était de stimuler émotionnellement le lecteur dans le deuxième cas. Ils ont réinvité tous les lecteurs pour s'assurer de qui est-ce qui avait le mieux retenu les détails de l'histoire. Et évidemment, les lecteurs qui ont eu accès à l'histoire qui créait le plus d'émotions fortes étaient ceux qui se rappelaient le mieux de l'histoire, mais qui se rappelaient aussi le mieux des détails de l'histoire. Peu importe que les émotions soient positives ou négatives, ça leur avait permis de mieux retenir la situation. Jusque-là, il n'y a rien de très exceptionnel. Tu vas me dire, à l'époque, on savait déjà en plus que une situation émotionnelle pouvait provoquer évidemment une meilleure mémoire parce qu'on est plus concentré et plus intéressé, ça paraît logique. Ce qui a fait la différence dans cette expérience, ça a lieu juste là. On a refait cette expérience de lire le texte en leur faisant cette fois-ci lire uniquement le texte qui était inintéressant. Mais cette fois-ci, pendant la lecture, le sujet avait le bras plongé dans l'eau glacée jusqu'à l'épaule, ce qui, on le sait, a pour effet d'augmenter les niveaux d'adrénaline. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dans ces circonstances-là, les sujets se rappelaient aussi bien de l'histoire qui avait provoqué énormément d'émotions chez le lecteur, même si l'histoire était inintéressante. On a su que c'était lié à l'adrénaline, parce que si on leur administrait ce qu'on appelle des bêta-bloqueurs qui bloquent la réception de l'adrénaline et l'interprétation par le cerveau de la diffusion de l'adrénaline, les résultats étaient plus du tout les mêmes. Ils ont évidemment fait aussi l'expérience inverse, qui était de mettre les sujets devant les textes émotionnels en leur donnant les bêta-bloqueurs qui annulaient les effets de l'adrénaline, et évidemment ces sujets-là n'avaient plus le même niveau de mémoire que les autres qui étaient face à leurs émotions. Ce que James McGo et Larry Cahill ont démontré avec cette expérience, c'est que la production de norépinéphrine, d'épinéphrine et d'adrénaline sont ce qui est responsable pour un gros niveau de mémoire sur une histoire, et que l'implication émotionnelle n'a aucun effet s'il n'y a pas d'adrénaline dans le corps. Et que donc en sécrétant ces hormones-là, tu vas imprimer l'événement que tu viens de vivre dans ta mémoire, tout en supprimant le besoin de répétition. T'as inversé la courbe de l'apprentissage. Maintenant, quelles sont les choses à mettre en place pour sécréter ces hormones-là et à quel timing? Personnellement, comme beaucoup, j'ai pris l'habitude de consommer de la caféine avant des efforts intenses, avant de chercher à apprendre, avant de me mettre à écrire un script ou avant de travailler sur un business créatif ou sur peu importe qui me demande de me stimuler intellectuellement. Et j'ai pris l'habitude de prendre un café avant, par exemple. Et j'avais l'impression que c'était ce qui fonctionnait bien pour moi. Tu sais, je me disais, en le prenant au début, le temps que la caféine agisse, et puis comme la caféine ça continue à agir pendant quelques temps, ça va me permettre de monter pendant mon apprentissage et d'être beaucoup plus concentré et beaucoup plus focus sur ce que je fais. Là où on a de la chance, c'est que le cabinet de James McGo, ils ont aussi étudié le meilleur moment pour sécréter ces hormones-là d'épinéphrine et d'adrénaline. Et la réponse, c'est que le moment idéal pour le faire, et pour sceller l'information dans ta mémoire, c'est de sécréter ces hormones-là soit juste après la tâche, soit 5 à 10 minutes avant d'avoir fini d'apprendre. Donc c'est exactement ce que tu dois faire. Et la raison pour laquelle je dis soit immédiatement, soit 5-10 minutes avant la fin de la tâche, c'est parce que parfois, comme avec le café, le temps de la diffusion dans le sang et le temps que les effets agissent, t'as un petit délai qui fait que le pic va avoir lieu en réalité immédiatement après que t'aies fini la tâche. Encore une fois, je le répète, depuis ces découvertes, c'est pas juste une ou des dizaines, mais des centaines d'expériences qui ont montré que chez les animaux comme chez les humains, la fin de la tâche d'apprentissage, c'était le meilleur timing si tu cherchais à imprimer l'information dans ta mémoire et à supprimer le nombre de répétitions nécessaires pour la garder. Que ce soit à travers la consommation de caféine, à travers l'exposition au froid, la prise d'alpha-GPC ou tout type de comportement qui va provoquer une augmentation des niveaux de l'adrénaline. Il est également prouvé que le sommeil est excellent pour consolider les connexions neuronales et que le sommeil profond ou les siestes de 10 à 90 minutes après la tentative d'apprentissage vont permettre d'améliorer la rétention de l'information. Maintenant, quand je dis le sommeil ou la sieste après l'apprentissage, ça peut être même des heures après l'apprentissage. Ça invalide pas du tout le positionnement de l'adrénaline dans l'expérience de McGo et Cahill. Que ce soit leur expérience comme toutes celles qui ont cherché à montrer la même chose, le protocole idéal qu'elles en ont déduit, c'est exactement celui-ci. Concentre-toi sur la chose que tu essayes d'apprendre intensément. Aie un excellent sommeil. Je ferai bientôt un épisode sur le sommeil certainement, qui est juste essentiel à la fois pour les performances physiques et mentales, et dans le cas présent, pour l'apprentissage et la mémoire. Fais des siestes si elles interrompent pas ton cycle de sommeil de nuit, entre 10 et 90 minutes après avoir appris l'information. Et enfin, on peut rajouter les pics d'adrénaline, évidemment provoqués de manière saine, et qui vont te permettre de réduire le nombre de répétitions nécessaires pour l'information. Maintenant, sache que tu n'as absolument pas besoin de café, d'alpha-GPC ou de n'importe quel autre stimuli pharmacologique pour améliorer tes niveaux d'adrénaline. Si tu es quelqu'un qui consomme pas de café, te dis pas que tu as besoin d'en prendre ou que tu as besoin d'en prendre plus, parce que tu peux facilement te provoquer des crises d'anxiété ou voire même aller jusqu'à des crises de panique. Chacun est complètement différent dans sa relation au stress, et si t'en as jamais pris, t'en as vraiment pas besoin. Si tu regardes bien dans l'expérience citée, j'ai jamais mentionné la prise de café. J'ai parlé de l'exposition au froid. Donc tu peux prendre une douche froide par exemple, ou plonger dans un bain avec des glaçons, etc. Ça va te permettre de sécréter naturellement de l'épinéphrine, d'augmenter tes niveaux d'adrénaline,
et également ta dopamine. L'exposition au froid, c'est un excellent moyen d'approcher ça parce que si t'es chez toi, tu y as accès tout le temps, c'est pas cher du tout, c'est pas très contraignant, c'est complètement naturel. Et en plus, tu peux y aller de manière très graduelle, juste en baissant la température au fur et à mesure à chaque fois que tu le fais. Maintenant, c'est quoi le meilleur niveau de froid pour relâcher le plus d'adrénaline? En fait, il faut que ce soit suffisamment froid pour être inconfortable et que tu aies vraiment envie de partir. Mais en même temps que ça ne mette pas en danger ta santé. Si tu veux, quand tu commences à respirer fort et rapidement, et que tu as le souffle court, et que tu sens tes yeux s'ouvrir comme ça en grand, c'est que tu es à bonne température, parce que c'est exactement les symptômes d'un pic d'adrénaline dans ton corps. Je vais probablement aller plus profondément dans ce genre de sujet à l'avenir, alors n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît, à mettre un j'aime si tu as aimé le contenu de la vidéo et si tu as appris quelque chose, et à me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde en particulier. Et surtout, n'oublie pas que le monde a besoin de gens efficaces. Alors prends soin de toi. Billy, c'était trop musclé.